La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'apprête de nouveau à se pencher sur ses membres souffrant de cette mini-pandémie de coup d'État qui s'était emparée de la sous-région. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali se retrouveront une fois de plus, en principe ce 4 juin, sur le billard du Dr Nana Akufo-Addo, le Ghanéen étant le président en exercice de la CEDEAO. Pour ausculter ces trois malades, et particulièrement le Mali dont le cas a été contagieux et semble plus grave, plusieurs autres chefs d'État devraient être présents dans la capitale ghanéenne, chacun avec son remède. Mais tous auront certainement à cœur d'appliquer le cataplasme à même de soulager le Mali des sanctions financières et économiques qu'il avait prises contre lui, la mort dans l'âme, lorsqu'ils essayaient de contraindre la junte militaire au pouvoir à Bamako, à revenir à une durée plus raisonnable que les 4 ou 5 ans de transition qu'elle voulait s'octroyer. Au titre de ce énième sommet, un compromis serait même en vue, mettant sur la table, entre 16 et 18 nouveaux mois de transition, en plus des 21 mois déjà passés au pouvoir par les hommes de Kati, après leur premier putsch qui a chassé, le 18 août 2020, du palais présidentiel de Koulouba, feu Ibrahim Boubacar Keïta. Un nouveau gouvernement, selon certaines sources, devrait voir le jour, avec pour mission essentielle d'organiser des élections présidentielles et législatives, synonyme du retour à la démocratie. Cette équipe se fera-t-elle avec ou sans l'actuel Premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga, personnage clivant s'il en était mal aimé notoire de nombre de dirigeants étrangers dont des Africains? En tout cas, certains ont déjà passé autour du cou du chef du gouvernement de la transition malienne, la corde qui le conduira sur l'autel du sacrifice propitiatoire. Mais rien n'est ficelé pour de bon, tous les schémas étant soumis à la bonne foi de Assimi Goïta et ses hommes de sortir le Mali de ce bourbier dans lequel il s'enfonce et entraîne le reste de la sous-région. Une chose est certaine, les différentes transitions des colonels putschistes ne rencontrent guère l'assentiment de la CEDEAO, que ce soit celle de 5 ans du Malien Assimi Goïta, celle de 39 mois du Guinéen Mamadi Doumbouya ou encore celle de 36 mois du Burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'organisation sous-régionale tentera sans doute de plonger les ciseaux dans ces durées de transition qu'elle juge, à raison, trop longues par rapport au tarif classique de 16 ou 18 mois, qu'elle sert aux auteurs de coups d'État pour remettre le pouvoir aux civils. Sauf que dans ce cas précis, si elle cherchera à éviter d'accorder des transitions de la taille d'un mandat normal portant l'onction des urnes à ses pouvoirs arrachés calache en l'air, la CEDEAO serait tout de même bien inspirée de procéder au cas par cas, en fonction de la situation sécuritaire qui prévaut notamment dans les pays sahéliens. Du reste, contrairement au Mali qui s'est braqué et s'est totalement isolé du reste de la communauté, le Burkina Faso a invité récemment la CEDEAO à venir faire le constat, de visu, de la dégradation du climat sécuritaire et de l'hémorragie incessante des personnes déplacées internes, PDI, qui abandonnent derrière elles, dans leur fuite, sous la menace des attaques terroristes meurtrières, terres et autres biens. Le compte-rendu fidèle des experts délégués sur le terrain, dont le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, pourrait bien plaider en faveur du Burkina pour une transition relativement plus longue. Ainsi les militaires au pouvoir à Ouagadougou devraient mettre à profit ce temps pour sécuriser le territoire national et offrir la chance à tous de voter dans la quiétude et surtout de vivre en toute tranquillité. Pourvu que ce sommet soit un pas de plus vers le retour à la démocratie et à la paix en Afrique de l'Ouest. Dans ce sens, il doit commencer par rabibocher des positions jusque-là radicales de la part de certains acteurs. Coup de chapeau à Madame Dembélé, ministre des Transports, qui a pu mettre en branle le processus électoral au Conseil malien des chargeurs, alors que son prédécesseur peinait à le faire. Mais voilà que la phase ultime de ce processus électoral, notamment la convocation de l'Assemblée consulaire pour la mise en place du Bureau national, se trouve bloquée depuis que la primature tente de supplanter le ministère en charge de la question pour prolonger l'administration provisoire, même s'il faille violer la loi. Concernant les élections au Conseil malien des chargeurs, CMC, il n'y a rien de plus simple, des listes ont été élues suite à un scrutin qui s'est tenu dans le district de Bamako et dans toutes les régions du pays. L'ensemble de ces élus constitue donc l'Assemblée consulaire nationale à convoquer à Bamako pour son installation officielle. Par la même occasion permettre le vote des 10 membres consulaires pour l'élection des membres du Bureau national dont le président. C'est donc un processus limpide que le ministère des Transports a su conduire jusque-là et Dieu seul sait que, pour en arriver là, ce ne fut pas un chemin parsemé de pétales de rose. Mais la rigueur de Madame la ministre des Transports et de son staff a fini par payer, les élections tant attendues, que son prédécesseur avait du mal à organiser, se sont finalement tenues à Bamako et dans toutes les régions du pays où existe déjà une délégation régionale du Conseil malien des chargeurs, les contentieux nés de ces élections étant désormais vidés par les tribunaux, rien ne justifie donc plus la présence d'une administration provisoire installée en son temps pour gérer la période transitoire. Et surtout,
au vu de la loi et c'est précisé dans l'acte d'installation de cette administration provisoire, son mandat ne devrait en aucune manière excéder 6 mois. Mais ce délai étant aujourd'hui épuisé, voire même dépassé de quelques jours, les élus consulaires sont laissés en rade et attendent toujours l'arrêté du ministre des Transports qui doit convoquer la tenue de la première session de l'Assemblée consulaire. Une session élective parce que les membres consulaires vont élire le président national et le bureau qui devra l'accompagner. Si un malaise est en train de traverser le monde des chargeurs, c'est dû à des tergiversations depuis la primature où une gestion politicienne de ce dossier est en cours, notamment avec une tentative de prolonger le mandat de l'administration provisoire dont 2 de ses membres, sur les 5 qui la composent, sont en train de remuer ciel et terre pour pérenniser leur présence au CMC. C'est un secret de polichinelle que c'est beaucoup plus pour une vision politicienne que la primature tente de s'engager dans cette voie et non par une démarche légale. L'on se demande d'ailleurs pourquoi, pour satisfaire une ou 2 grandes gueules, reconnues comme telles au plan politique, on foulerait aux pieds les droits des élus qui seraient donc zappés pour des profiteurs? Si quelque part on a le souci de trouver une planque professionnelle à des soutiens politiques, le Conseil malien des chargeurs est, en tout cas, ce qu'il y a de moins indiqué de nos jours, cette institution consulaire devant être l'affaire des vrais chargeurs, importateurs, exportateurs et transitaires. En plus, le contexte que vit le Mali exige une représentation de qualité à la tête de cette chambre consulaire. En effet, étant un des piliers stratégiques de la politique d'approvisionnement du pays, le Conseil malien des chargeurs, de par le contexte national, sous-régional, régional et international, exige de l'expertise de la part de ceux qui seront appelés à le diriger. C'est l'occasion d'ailleurs, pour la transition, de donner un signal fort pour signifier notamment qu'une chambre consulaire, niche de situation de rente pour des aventuriers des affaires, sans est fini désormais. En lieu et place, il faut de la haute qualité de représentation par des hommes d'affaires véritablement bien préparés en termes de formation et d'expertise, pour pouvoir comprendre les textes qui régissent l'environnement des affaires afin de bien traiter les dossiers dans le sens bien compris de la défense des intérêts du Mali. En effet, la transition vient de montrer la voie, désormais, les intérêts du Mali doivent se placer au-dessus des intérêts individuels, mais faudrait-il que ceux mis en mission soient les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Il est donc incroyable que la primature, au lieu de faciliter la poursuite du processus électoral pour qu'il aille à terme, en veillant que cela soit le premier test électoral réussi du Mali-Cura, tente de jouer à la diversion pour trouver les arguties juridiques pouvant contourner la loi et prolonger de façon illégale le mandat de l'administration provisoire, uniquement pour faire plaisir à 2 ou 3 personnes, au détriment de la masse des membres consulaires élus. Là, gît toute la question. Pendant que son mandat a expiré depuis 5 ans, le président de la Chambre des mines du Mali, Abdoulaye Pona est accusé d'avoir pris de l'argent dans la caisse de la CMM pour une étude de faisabilité en faveur de sa société Rainet et financé un voyage avec des partenaires de Rainet à hauteur de plusieurs dizaines de millions FCFA. Pour n'avoir pas pu payer les 78 millions de FCFA, Sirassas a saisi le 20 mai 2022 les comptes de la CMM. Rien ne va plus entre le syndicat de la Chambre des mines du Mali, CMM, et leur président, Abdoulaye Pona. Le syndicat a démasqué ses pratiques malsaines et mafieuses. La société Siramali a été sollicitée par Rainet, appartenant à Abdoulaye Pona pour faire des études de faisabilité au profit de la Chambre des mines du Mali. Cette étude qui s'est déroulée en 2019, a porté sur des études de construction de rails entre Bamako et Kidal. L'argent débloqué à cet effet s'élève à 78 millions de FCFA. Le hic dans cette affaire est que le président de la CMM a pris la lourde responsabilité de financer cette étude au profit de sa propre société, Rainet, avec l'argent de la Chambre des mines. Cette étude a été faite sans l'aval de l'Assemblée consulaire, encore moins validée par aucun bureau de la Chambre des mines. La convention a été signée entre le président de la CMM à travers Rainet dont il est l'actionnaire majoritaire et Siramali SAS. En d'autres termes, c'est un projet purement personnel que M. Pona a entrepris avec de l'argent public. Pour n'avoir pas honoré les termes du contrat de l'étude de faisabilité, la BIM a envoyé une correspondance le 20 mai 2022 à la CMM où elle informe avoir reçu une saisie attribution de créances de 82 47 599 FCFA de Mebamori Kane et Madina Sanogo, huissiers de justice. La banque, conformément au texte en vigueur, a procédé au blocage de 21 306 753 de FCFA sur le compte en attendant le dénouement de la procédure. Ce même jour, le comité syndical de la CMM, à travers son secrétaire général par intérim, après une réunion extraordinaire, a envoyé une correspondance à Mamadou N. Diallo, trésorier général adjoint du Bureau national de la Chambre des mines du Mali, en sa qualité de membre du Bureau national de la CMM, de prendre toutes les dispositions utiles en vue d'une levée rapide de cette saisie qui entrave le fonctionnement de la structure. Le président de la CMM n'est pas à son premier coup dans le gaspillage des sous de la Chambre des mines, qui souffre déjà de graves problèmes financiers. Toujours en 2019,
selon nos informations, avec des partenaires de sa société Rainet, il a effectué des missions à l'étranger à hauteur de 36 millions de FCFA. Le budget de la mission a été défalqué des comptes de la CMM. Mali Tribune est plusieurs fois revenu sur ces scandales dans différentes parutions. Ayant eu vent de la pratique, le comité syndical s'est opposé au paiement de la facture de Sira Mali, donnant raison à l'agent comptable de l'époque, M. Denon, qui avait trouvé illégal le paiement de la facture. C'est après le départ de ce dernier, et l'arrivée d'un nouveau agent comptable il y a 6 mois, que la société Rainet a mis la pression pour que la facture soit épongée. Face à cette volonté manifeste de gaspiller l'argent de la CMM au profit en réalité de Rainet, le syndicat a dénoncé cette délinquance financière de M. Pona et a officiellement saisi tous les membres du bureau régional, national de la CMM. Ces affaires, qui ne sont que la face visible de l'iceberg, interviennent au moment où le mandat du président Pona a expiré depuis 5 ans. À la CMM, l'on ne comprend pas pourquoi le département de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, n'organise pas le renouvellement du bureau. Ou c'est cette situation d'illégalité qui plaît au département des Mines? À quelle fin? Dans les parutions à venir, nous allons revenir sur les accointances entre le président du bureau sortant et certains membres du département des Mines. Le personnel de la CMM demande une vérification de leurs comptes par les structures de contrôle des services publics, notamment par le vérificateur général. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.